Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ta Buzzword. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Ivo Nikeno et François Samin. On va parler intégration continue et déploiement continu, et en particulier, on viendra sur le cas du machine learning. On y va? C'est parti! Salut Ivo Nick, ça va? Bien, et toi? Nickel, ça va François? Salut, ça va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu en quelques minutes? Alors, Ivo Nikeno, je suis à OVH depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Après avoir travaillé depuis 2006-2007 sur des problématiques d'intégration continue dans la précédente boîte, je suis arrivé à OVH pour faire de l'intégration continue, du déploiement continu. Et c'est ma vie depuis beaucoup d'années maintenant. Et François? Alors, avec Ionic, ça fait longtemps qu'on se connaît parce qu'on a commencé à bosser ensemble quasiment sur les mêmes projets dans la même boîte. Et moi, ça fait bientôt 3 ans que je suis au VH. Et je travaille également sur les problématiques de continuous delivery depuis... ça fait quoi, 5, 6, 7 ans qu'on bosse l'un et l'autre exclusivement là-dessus. Est-ce qu'on peut... Vous avez assisté... Enfin, vous avez fait des confs et des choses comme ça Ouais, on a commis pas mal de confs, que ce soit Brestcamp ici à Rennes. J'ai eu l'honneur en 2018 de parler à Devox France. Et là, il y a une semaine, j'étais à Grenoble au Snowcamp. Voilà. Pour parler de continuous delivery, mais aussi d'autres choses. De Snow. Voilà. De Snow aussi. Ouais. Super, je vais vous poser la question tricky du mercredi. On y va? On y va. Est-ce que si je git push origin master et que ma prod a un petit cron qui tourne toutes les minutes et qui fait git pull origin master, je fais de l'intégration continue? Alors, déjà tu mets en prod, c'est bien. Mais non, tu fais pas d'intégration continue ni de continuous delivery. En fait, le continuous delivery, c'est pas juste de mettre en prod rapidement. L'intégration continue, c'est pas juste d'intégrer rapidement ton code. Ça s'intègre en fait dans une démarche d'équipe. Et c'est d'ailleurs l'intégration continue, c'est une pratique qui vient du manifeste agile. L'intégration continue, basiquement, c'est régulièrement tu prends tous les changements qui ont été faits sur ta base de code et tu vérifies que tous ces changements ensemble, ils ont rien cassé. Donc en gros, un con qui fait un SVN checkout et qui fait un make build, tu vois, t'as de l'intégration continue sur un vieux machin. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle plus de continuous delivery parce que on va pas juste s'assurer que tous les changements sur ta base de code n'ont rien cassé, on va essayer aussi lancer des tests unitaires, des tests d'intégration, on va vérifier la qualité de ton code avec des linters, ce genre de choses, et on va faire en sorte que ton software en fait, soit prêt à déployer sur un environnement, et a fortiori sur un environnement de production. Et on va même essayer d'aller un peu plus loin, pourquoi pas, une fois qu'il est prêt à déployer, pourquoi pas ne pas le déployer directement sur ta production, et puis après l'OPA directement sur ta production. Donc là, on passe de continuous delivery à continuous deployment. Mais tu vois, ça s'inscrit dans une démarche d'équipe qui repose sur de l'automatisation. Et c'est pas juste mettre ton code rapidement. C'est mettre ton code rapidement en production, mais avec l'ensemble des garde-fous qu'il faut. La question, c'est est-ce que moi qui ai ma branche, que je veux la merger dans un master ou dans une branche prod, l'intégration continue, je la fais... La CI, on va dire, je la fais au moment où je pousse dans la branche de prod ou je la fais au moment où la branche de prod est mergée? Alors les deux. C'est quoi la best practice? En fait, les deux. Ce qui est important en fait dans toutes ces pratiques-là, c'est la boucle de feedback. C'est que toi, en tant que développeur, fondamentalement, ce qui t'intéresse, c'est quand tu git commit, tu git push ton commit. Ça, c'est le truc important. Enfin, tu vois, c'est là où tu crées de la valeur. Et en fait, quand tu git push ton commit, il faut que tu aies un feedback. Est-ce que ton commit est de qualité? Donc, quand tu git push ton commit sur ta branche de dev, par exemple, il faut que ton système de CI soit en mesure d'effectuer un certain nombre de vérifications, compilation, linter, test unitaire, test d'intégration, déjà juste sur ton commit, uniquement ton commit, sur ta branche de dev, uniquement ta branche de dev, et te donner un feedback rapidement, avant même que tu aies demandé une pull request. Après, ta pull request, elle va être faite par les autres personnes de ton équipe, donc là, il y a une démarche humaine, hein. C'est de la peer review, comme on dit. Et après, ta pull request va être mergée, ce qui donnera lieu à potentiellement un commit sur ta branche master, pour simplifier. Ce commit-là, ce nouveau changement sur master, va lui aussi faire l'objet d'une intégration continue.
Et donc on va dérouler le même patrimoine de tests unitaires, de linter, de tests d'intégration. On va peut-être même aller un peu plus loin et déployer le truc en production. Du coup, ce que je comprends, c'est que ça ne va pas forcément être exactement le même process pour ma branche ou pour la branche master. Il va peut-être y avoir des choses en plus. Comment est-ce qu'on traite ça de façon industrielle, d'avoir ces variantes entre des branches ou du déploiement? C'est quoi? Il faut des outils particuliers? Moi, je connais Travis. Il y a Circle CI, il y a des choses comme ça. Enfin, vous, de ce que j'ai compris, vous avez déployé un truc, vous avez créé un truc qui s'appelle CDS. CDS pour Continuous Delivery Service. Et donc là, finalement, tu es en train de parler des run conditions. Est-ce que tu veux déployer de manière automatique ton application sur master, en production, pardon, dès lors que master se fait builder? Peut-être que oui, peut-être que non. Généralement, les gens... ils poussent sur leur branche de dev, on va builder, on va lancer les tests d'intégration. Quand ça arrive sur master, on va peut-être déployer automatiquement en pré-prod. Et pour le déploiement en prod, peut-être que les gens ils veulent déployer automatiquement tout le temps, sauf à partir de 17h le soir et le week-end. Donc c'est important de pouvoir mettre des run conditions, ou de coder tes run conditions. Il n'y a pas beaucoup d'outils qui le font. Nous, on en connaît un qui le fait très bien. Et ces run conditions, je sais pas si d'autres outils le font de manière aussi poussée que ce que nous on sait le faire, mais c'est quelque chose qui est, une fois qu'on l'a utilisé, qu'on peut plus s'en passer. En fait, quand on regarde un workflow de développement qui va builder ton application, qui va le déployer au sein du même workflow, donc un workflow c'est un ensemble de pipelines qui vont s'enchaîner, t'auras un pipeline... Attends, doucement. Les pipelines, c'est quoi exactement? Donc, les workflows, c'est un ensemble de pipelines, ouais. Et un pipeline, c'est quoi? Alors, un pipeline, c'est quoi? Un pipeline, c'est un ensemble de jobs. Donc, un job, c'est comme les outils TI un peu équivalents, du type Jenkins, par exemple. Dans Jenkins, on a des jobs. Dans CDS, il y a des jobs. C'est la même chose. Un job, c'est quoi? C'est un ensemble de tests? Un job, c'est un ensemble de steps. Donc, par exemple, le step 1, tu vas git cloner ton repo. Step 2, tu vas faire make build ou make test. Ok. Ou autre chose. Step 3, tu vas faire artifact upload. C'est un YAML, quoi. Oui, c'est un YAML, ouais. C'est un YAML qui va, comme je peux l'avoir chez Bitbucket, oui. Dans les choses comme ça. Oui. C'est un YAML. Donc, un job, c'est un ensemble de steps. Un pipeline, c'est un ensemble de jobs. Mm-hmm. Et là où la notion de workflow est un peu exclusive au produit CDS, c'est que CDS, lui, gère des workflows. Un workflow, c'est un ensemble de pipelines. Donc, on en revient au cas d'une application qui est buildée, un pipeline. Tu auras un pipeline qui va builder ton application. Mm-hmm. Tu auras un autre pipeline qui va déployer ton application en pré-prod, par exemple. Mm-hmm. Tu auras, au sein de ton workflow, un troisième pipeline, peut-être, qui va déployer ton application en prod. Tu as compté combien de pipelines? 3. En fait, non, il n'y en a pas 3, il y en a 2. Tu as un pipeline pour builder, un pipeline pour déployer. Mais sauf qu'il y a 2 déploiements, un en prod, un en pré-prod. Et donc finalement, on va décorer le pipeline, on va rajouter un contexte au pipeline pour dire ce pipeline, je vais l'utiliser avec un environnement prod, ou je vais l'utiliser avec un environnement pré-prod. Donc un workflow est constitué d'un ensemble de pipelines, mais un pipeline en lui-même peut être utilisé avec un contexte différent. Ok, c'est une notion de contexte, en fait, c'est une variable prod ou pré-prod, voilà, c'est une variable histoire de variable, en quelque sorte. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Et ce qui est important, c'est vraiment dans cette démarche-là, au sein du workflow, le workflow, ça représente vraiment la manière de travailler de l'équipe. Je développe, je teste unitairement, ensuite je pousse sur un environnement quelconque, puis un autre, puis finalement en production. Mais ce qui est important, c'est que la recette de déploiement de ton application, tu l'as définie une fois. Par exemple, tes fichiers YAML pour déployer sur un cube, tu les écris une seule fois. Et après, c'est cette recette de déploiement, tu vas utiliser exactement la même recette, modulo des variables, mais ce sera la même mécanique, peu importe l'environnement. Donc, ce qui est bien, c'est que quand tu fais un template, c'est ça que tu es en train de dire. C'est une espèce de template. Ta prod, tu as fait un template de pipeline, et en fonction de la variable d'environnement, je caricature. Ne regarde pas avec des gros yeux comme ça. En fonction de la variable d'environnement, tu vas lui donner un contexte différent, mais au final, j'ai fait une seule fois le template. Donc, la prochaine fois que mon Kubernetes, je fais un changement, je change de version, je change dans un fichier, oui. Et ma pré-prod, elle, sera adaptée, et ma prod sera adaptée. J'ai pas à réécrire 2 pipelines différents. Oui, c'est ça que vous êtes en train de dire. En fait, c'est la même mécanique,
D'accord. qu'on utilise avec des cibles différentes. Et ce qui est bien, et c'est là qu'on répond vraiment aux objectifs du continuous delivery, c'est-à-dire que déployer son environnement, c'est un test en tant que tel. Ouais. Surtout aujourd'hui, mais aujourd'hui tout est Ascon. Alors c'est cool, mais ça veut dire que dans une branche de dev, je peux modifier la recette de déploiement et potentiellement, si je ne teste ça qu'au moment où je mets en prod, en fait j'ai perdu. Ça peut péter. Voilà. Donc cette étape de déploiement sur un autre environnement, enfin pré-production, peu importe comment on l'appelle, c'est un test en tant que tel. Et donc c'est à dire qu'au moment où on va déployer, en fait le déploiement en production, c'est un non-événement. C'est un non-événement parce que toutes les étapes de déploiement, on les a déjà testées auparavant. En fait, ce que j'essaie de comprendre un peu ce que vous me dites, c'est que dans le passé, les premiers systèmes de CI, ils n'avaient pas assez de notions d'infrastructure. On considérait que si ton code était bon, tout allait bien. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a un test de déploiement d'infrastructure est-ce que c'est dans les plugins aujourd'hui ou il n'y a pas de plugin pour les systèmes actuels? Je sais pas, parce que coucou à Big Data Hebdo, je vais forcément en parler un peu. Il parlait la semaine dernière dans Big Data Hebdo de vérifier que ton YAML il est bon et tout ce genre de choses, en particulier avec des Kubernetes, si tu te plantes dans la syntaxe et tout ça. En fait, on est en plein dedans. Aujourd'hui, c'est des fichiers de conf que personne ne check, qu'on ne check pas et ça peut péter à tout moment. En fait, on parle de fichiers de conf, mais quand tu regardes ta forêt de fichiers YAML pour déployer toute ta stack applicative sur Kubernetes, c'est du code, c'est au moins aussi important que du code. Enfin, c'est ta prod quelque part. On peut pas juste dire c'est de la conf, c'est facile à éditer parce que c'est du YAML. Alors déjà, ça c'est pas vrai. Parce que le YAML, c'est fait pour être lu, pas forcément pour être écrit. Mais n'empêche que c'est hyper important. Et si on les a pas testés avant, on est mort. Forcément, à un moment donné, ça va exploser en prod. Ou alors, le load balancer sera pas mis à jour. C'est trop important. Cette recette de déploiement est trop importante pour ne pas être testée auparavant. Et donc, si on peut toujours avec des plugins, des machins, dans tous les systèmes de CI, on peut les tordre ces systèmes, on peut coder soi-même des trucs pour y arriver. Mais par rapport à un outil de CI, tu parlais de Travis, j'utilise sur mes projets, open source perso, c'est vachement bien de faire de la CI, ça prend ton code, ça fait des trucs sur ton code, c'est tout. De là à déployer tout un environnement, tout un système basé sur des microservices, avec un unique workflow multi-application, sur plusieurs clusters cubes, depuis Travis, je suis pas sûr que ce soit le meilleur outil. Non, voilà. Ça va avoir du mal à scaler. Ça va avoir du mal à scaler, c'est aussi un point important. Et surtout, on n'aura pas finalement ce feedback sur tel environnement ça a marché, sur tel autre ça n'a pas marché. Pourquoi? C'est aussi important en fonction des environnements. Forcément, tous les environnements ne sont pas égaux. Et c'est justement ça qu'on va aller chercher en testant les déploiements. Ce qui est important quand on a déployé, c'est qu'après il faut tester. Donc tout à l'heure on parlait de pipeline de déploiement qu'on peut utiliser. Alors on va utiliser la même mécanique de pipeline de déploiement plusieurs fois au sein du même workflow, en ciblant un environnement de production puis un environnement de production. On va avoir un pipeline qui va effectuer des tests fonctionnels ou des tests d'intégration sur un environnement. Ce pipeline-là, on peut aussi l'utiliser en ciblant un environnement de pré-production, un environnement de production. Parce que oui, on peut tester en production. Et si c'est le même patrimoine de tests, c'est cool parce qu'on sait d'ores et déjà qu'on vient de déployer en production et les tests fonctionnels sont OK, ma production est prête, déployée et opérationnelle parce que j'ai effectué des tests dessus. Mais le patrimoine de tests n'est défini qu'à un seul endroit dans le code, une seule fois pour tous les environnements. Tu pourrais imaginer des règles proxy, des IP tables ou des conneries comme ça qui viendraient tout à fait être différentes de la prod et qui sont difficiles à reproduire si je voulais reproduire exactement, ou les accès au DB ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Mais alors ça veut dire qu'il faut un certain nombre de connecteurs pour traiter tout ça. Tu me parlais de Kubernetes, mais si je veux le faire sur Mesos, vSphere, OpenStack, des choses comme ça, ça se fait pas tout seul. Ouais, alors effectivement, et ça c'était une des raisons pourquoi on maintient on a développé notre propre système de... Pourquoi faire son propre système de CDS? C'est quoi l'histoire derrière tout ça? Déjà, c'était pas volontaire. C'est parce que... Ce chef, j'ai glissé. Voilà, c'est à un moment donné, on a pris cette décision, mais en fait, tu viens de le dire.
Parfois on déploie sur Recube, parfois on déploie sur du Mesos, parfois on déploie des paquets Debian sur des machines qui existent, parfois on déploie sur du vSphere, parfois on déploie du code, parfois on déploie de l'infra. Donc on fait du Ansible, Puppet, ce genre de choses. Parfois on déploie des trucs sur des plateformes macOS ou Windows ou iOS. Linux ou iOS ou FreeBSD ou whatever. Et en fait c'est très hétérogène. Parfois on va builder du code C, C++, Python, Perl, Go, tout ça. Et en fait avoir une plateforme qui fait très bien tout ça, en fait c'est pas évident. Et c'est aussi une des raisons pourquoi CDS existe aujourd'hui. Donc c'est quoi exactement l'origine du projet? Parce que là, tu dis tout ça, mais vous n'êtes pas arrivé à ces conclusions dès le départ. Il y a bien un certain nombre de conditions qui fait que vous démarrez le projet. Retour en 2015. En 2014-2015, on avait, donc à OVH, on est arrivé à avoir l'avènement des microservices OVH. Donc avant, il y avait un gros repo, comme peut l'avoir d'autres grosses sociétés. Il n'y avait pas qu'un seul gros repo, mais il y avait quand même C'est ça ma question un tricky monorepo. du mercredi, les gars. Ma question tricky, c'était monorepo ou multi-repo. On va pas partir sur ce sujet. Et donc On en aura pas le temps. 2015, il y a eu l'arrivée des microservices OVH. L'arrivée des microservices OVH, il y a eu un scale incroyable du nombre de développeurs de développement OVH, et finalement chaque team a pris en charge un peu le périmètre de ce qu'il devait faire, et l'arrivée des microservices. Il y a eu plusieurs centaines de microservices créés en 2015, et donc début 2015, il a fallu faire un choix sur un outil de CI pour que la boîte puisse builder et déployer leur applicatif sur le SI d'OVH. Et donc le premier choix, on l'a fait, c'était pas Jenkins, parce qu'on le connaissait très bien, on savait que ça allait pas coller en termes de scaling, en termes de nombre d'utilisateurs, en termes de diversité, d'environnement de build, et la manière dont les workers démarrent. On est parti sur un outil en fait équivalent. Un outil équivalent dans sa philosophie, c'est un outil qui s'appelait Bamboo, qui s'appelle toujours Bamboo d'ailleurs, qui est développé par Atlassian. Bamboo avait une spécificité vis-à-vis de Jenkins, c'est que ça gérait nativement les environnements. Donc on pouvait dire dans Bamboo, on peut toujours dire, sauf qu'on n'utilise plus Bamboo, qu'on peut déployer sur tel environnement. Il y a une notion de release, il y a une notion d'environnement, il y a une notion de pipeline. Un pipeline, c'est un ensemble de jobs. Dans Jenkins, un ensemble de jobs, c'est un pipeline. On peut faire des pipelines dans Jenkins. Sauf que la différence entre Jenkins et Bamboo, c'est que Bamboo, ça implémente la notion de pipeline avec des stages, et c'est visuel. Il y a une IHM qui est là, et puis c'est intégré à l'outillage Atlassian, Jira, Confluence. Donc on a gardé Bamboo pendant 4 mois, 5 mois. Au bout de 5 mois, le scale d'OVH, il y avait trop de choses à builder, on était limité en nombre d'agents, donc on était limité à 100 agents. On a atteint les limites de Bamboo, et en fait on pouvait pas aller plus parce que c'est limité à 100 agents. Donc un agent, c'est quoi? C'est quelque chose qui va prendre en charge un job, qui va faire le git clone, qui va faire le build, etc. Un agent, un job. Sur Jenkins, Juste 100, mais ça, on a 100, vite fait de l'exploser. 100 en simultané. Ça veut dire qu'un agent, on peut Ok. être utilisé, mais c'est 100 en simultané. Sauf qu'on avait atteint les 100. Et donc on avait une file d'attente de jobs qui était de la demi-heure, de l'heure pour certains, et c'était trop long. Et donc là on s'est dit, c'est plus possible, il faut qu'on fasse quelque chose, et on va faire le tour des outils du marché. Et donc quand on allait faire notre marché, finalement, on est allé avec un ensemble de prérequis. Donc il fallait que ça soit déjà achat, hautement disponible. Ça veut dire que si on met à jour l'outil en pleine journée, il est hors de question d'arrêter l'outil et de dire à tout le monde, hop, attendez, on met à jour, et ça va rebooter, et puis et vous allez attendre peut-être une demi-heure. C'est quoi le compte pour un outil de déploiement continu? C'est pas faire des déploiements continus, non? C'est pas ça la blague? Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, ça c'est lié finalement à la manière dont l'outil est fichu. Si l'outil a un master et que pour mettre à jour le master, il faut couper les services, c'est raté. Donc la haute dispo à OVH, c'est important, parce qu'on va pas dire à nos centaines et centaines de développeurs, attention, on met à jour l'outil, vous arrêtez de travailler, vous arrêtez de pousser, vous arrêtez de déployer. Ça, c'est juste impossible. S'il y a un patch de sécurité à déployer, à builder, déployer en prod, il faut que ça soit dans la minute, il ne faut pas que ça soit après les mises à jour de l'outil CI. La deuxième partie, ce qui nous a fait quitter Bamboo, en fait, c'est la partie scalabilité. La partie scalabilité, on doit pas avoir de limite. Si à un moment donné,
le SI, enfin les développeurs OVH ont besoin de 500 workers simultanés pour builder, déployer leur application, il faut leur donner. Et en fait, c'est marrant parce qu'en 2015, on avait une team qui nous a fait un peu le benchmark sur ce point-là, la partie autoscale. Cette team, elle avait 150 microservices à déployer en prod. 150 microservices à déployer en prod, donc c'était sous forme de conteneur Docker. Il fallait builder les 150 services et builder les images Docker. Avant, ça prenait des heures. Alors, on ne parle pas de la maintenance des plans sur Bamboo avec les 150 onglets dans le browser, et que Bamboo n'avait pas d'API, donc avoir une API pour faire des choses en bulk sur l'outil de CI, c'est indispensable. Et là, on parle en fait du temps de build et de déploiement. On avait un objectif pour ces 150, c'était de pouvoir builder et déployer les 150 applications en, non pas 1 heure, mais 7 minutes. C'est un objectif. L'objectif, il est tenu. Et ça, il est tenu par le biais de CDS qu'on a développé du coup en 2015. Donc, avant de parler de CDS, il y a un autre critère méga important pour un outil qui est commun à toute une boîte. C'est la partie self-service. Self-service, il est hors de question que les gens qui gèrent l'outil aient besoin de faire des actions qui n'ont pas de valeur en fait pour les équipes. Par exemple, créer un projet ou donner des droits. Ou par exemple, si toi, tu as envie de builder quelque chose sur ton Mac ou sur ton Raspberry qui est à tes pieds ou ton FreeBSD qui je sais pas s'il est à tes pieds. Mais si tu as besoin de builder quelque chose sur tes ressources, tu n'as pas besoin de de demander aux administrateurs de la plateforme qui fait la CI de t'accepter en fait. Tu es utilisateur de CDS, tu dois être autonome pour lancer le worker chez toi sans nous demander. Tu fais ce que tu veux avec tes ressources. Et ça rejoint un autre point, il faut que l'outil soit multitenant. Ça se voit que tu as été dans une ESN avant. Tu veux pas faire des demandes d'approbation pour avoir des nouveaux workers, en vrai, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est rendre l'autonomie aux développeurs. Donc moi, là, je veux un cube version X ou Y. Je sais pas à vous demander quoi que ce soit. Alors déjà, ton cube, tu peux le commander là où chez OVH par exemple. Ouais. Et après, tu peux l'utiliser et brancher ton cube directement à CDS, mais le faire sur ton tenant dans CDS. Donc en fait, la différence avec les systèmes actuels, de ce que je comprends, c'est que pour les autres, les ressources de build et de déploiement et tout ça, elles sont dans l'outil, intégrées à l'environnement de l'outil. Mais là, c'est que moi, je viens me connecter depuis l'extérieur sur l'outil et je viens de rajouter ma grappe à moi dans l'outil. Vous êtes un orchestrateur. Oui. Alors, en fait, c'est au choix. Soit tu as ce besoin-là de builder sur ton infra, tes machines, tu peux le faire. Dans mon contexte à moi. Soit t'as pas envie de gérer tes ressources et tu utilises l'infra partagée de CDS. Et c'est le cas en fait à OVH. Mais je vais revenir sur l'aspect multitenant et c'est aussi un choix d'entreprise d'avoir une seule plateforme commune de CI/CD pour toute la boîte. Alors ça a plein d'avantages. Déjà, quand tu passes d'un projet à l'autre, c'est hyper facile pour les développeurs. T'as un point d'entrée, t'as une manière de faire, un seul outil, c'est hyper pratique. Et surtout, tu peux partager des choses entre les équipes. Un autre choix d'entreprise aurait pu être chaque équipe se débrouille pour avoir son outil de CI. Et, peu importe où il est. Alors ça pose d'autres problèmes. Notamment le problème de sécurité. C'est un peu difficile de contrôler que les patchs de sécurité ont bien été passés sur l'ensemble des plateformes de CI quand tu ne connais même pas tes plateformes de CI. Donc avoir un outil central et commun pour tous les développeurs OVH, c'était un de nos besoins, c'était ultra important. Et néanmoins, on voulait que cet outil donne un maximum d'autonomie aux développeurs. C'est ce que tu disais, pour que les développeurs ils puissent passer vraiment leur temps sur là où ils ont de la valeur ajoutée, donc sur leur dev métier et technique, mais pas sur des tâches d'administration, je veux rajouter une clé SSH sur mon tenant, je veux rajouter des ressources pour builder, ou ce genre de choses. Ça a pas, faut que ce soit rapide, faut pas qu'ils aient à attendre, pour ça, faut pas créer de frustration. Donc, les aspects multitenants étaient ultra importants, en fait, dans le choix de la plateforme de CI/CD qu'on allait mettre en place. Et il fallait un truc qui garantisse l'isolation des tenants et la sécurité, tout en garantissant un certain niveau d'autonomie pour les membres de ce tenant. Et en fait, c'est ça qui a orienté notre choix, parce que finalement,
il y a beaucoup de projets open source qui font très bien de la CI/CD. En général, alors déjà qu'ils le font bien en garantissant le multi-tenant, il y en a beaucoup moins. Et dans les versions gratuites, c'est-à-dire avec les versions open source, il y en a très très peu. En général, c'est qui a besoin de multi-tenant? Les entreprises qui sont prêtes à payer. Donc c'est le business model c'est le business model de Atlassian et compagnie. Voilà, c'est exactement ça. Donc tu le disais, toi en tant qu'utilisateur sur ton tenant, tu peux rapprocher tes ressources. Et là, c'est l'autre point fort aussi l'autre critère important qu'on avait, c'est ce que disait Yvonique, c'est la scalabilité en fait des ressources de build. Si toi tu arrives et que tu as des besoins énormes parce que tu as un énorme SI à builder en je sais pas quel type d'architecture, soit tu peux utiliser nos ressources qui sont partagées, parce qu'on a fait le choix aussi de mettre en place des ressources partagées, enfin l'infrastructure sur un modèle partagée. Premium, Voilà, tu peux c'est utiliser un peu ça. gratuitement sans te prendre la tête, mais tu attendras 40 minutes s'il faut attendre 40 minutes. Alors on va plus parler en secondes, nous. Voilà. C'est combien dans la seconde? Ouais, on mesure, alors je vais pas te donner de SLA parce qu'on en a pas en vrai, mais on a des objectifs entre nous, on est 5 dans l'équipe, et on aimerait bien, 99,9999 que tous les jobs démarrent en moins de quelques secondes. Alors en fait, on a une grande télé, et on a un monito sur la queue de CDS. Et dès lors qu'il y a un job qui est en queue depuis plus de 20 secondes, il est en alerte chez nous. C'est pas normal en fait. Après, c'est pas trop mal comme SLA. Oui, c'est pas trop mal, ouais. Et du coup, on suit les temps de démarrage des workers. Et parce que par jour, en fait, ce temps de démarrage, il est important parce que par jour, on démarre 15 000 workers par jour. En 2018, on a fait 5,4 millions de workers. Ça veut dire quoi 5,4 millions de workers? Alors 5,4 millions de workers, ça veut dire, on va revenir à une notion journalière. Ça veut dire par jour, on démarre 15 000 workers. 15 000 workers, c'est quoi un worker? Un worker, ça peut être soit une image Docker qu'on démarre et puis le job il se déroule au sein de cette image Docker, soit une VM qu'on démarre sur OpenStack par exemple, ou vSphere, et on crée la VM juste pour le job et après la VM elle est détruite. Donc par jour, 12 000 images Docker créées, détruites. Par jour, 3 000 machines virtuelles créées, détruites. Ce qui fait des chiffres un peu hallucinants sur une année complète. Mais en fait, c'est important. Enfin, c'est important. Je reviens au temps de spawn, c'est important parce que le temps de spawn, c'est le temps que le développeur va attendre une fois qu'il aura git push son code. Parce que le développeur, en fait, on arrive sur le flow du développeur. Il développe en local, il teste en local, il est content. Il commit sur sa branche, il push sa branche. Et là, il n'a pas envie d'attendre 5 minutes, 10 minutes que son job il soit pris en compte. Parce qu'après, lui, il a envie de faire une pull request. Et il a envie que sur la pull request, il y a une petite flag, statut OK. C'est-à-dire que le workflow, il est OK, le build, il est OK. Et ça peut être un critère pour que la pull request passe sur la branche master. Donc le temps de spawn, le temps de réactivité, et finalement, on en revient à la scalabilité de CDS, c'est un truc qui est méga important jour le jour, c'est la santé. Voilà, c'est la productivité. C'est la boucle de feedback. Quand tu commits, le temps que tu ailles sur ton truc pour demander sur ton outil, par exemple GitHub ou Bitbucket ou peu importe, pour demander la création de la pull request, il faut que tu aies déjà le résultat en fait. Tu vas sur GitHub, tu fais new pull request, il faut que sur ton commit, tu aies déjà un petit flag qui te dit ok, ouais, ça a bien démarré, tiens, tu peux voir les logs, et en fait non, c'est déjà ok, c'est terminé, et du coup la pull request peut être mergée, quoi. Mais alors, moi j'ai utilisé d'autres systèmes avant, et des Bitbucket et des compagnies qui ont déjà l'intégration continue incluse dedans. Je pense que tu as 1 heure avec Bitbucket gratuite de build par mois. Et dedans, moi ce que je voyais, c'est que le Docker la construction de Docker se faisait à la volée, donc une grosse partie de l'intégration, elle se faisait dans la construction du Docker, qui va ensuite te permettre d'accéder à ton environnement et d'exécuter tes tests. Je dis une bêtise. Est-ce que vous avez déjà pré-buildé ces environnements Docker pour gagner ce temps-là qui, pour moi, était 80% du temps d'attente? Alors, du coup, on en revient à ce qu'est un worker. Ouais. C'est quoi un worker? Un worker CDS, c'est ni plus ni moins qu'un binaire. Un binaire que tu peux mettre n'importe où, donc Raspberry, Windows, FreeBSD, là où tu veux.
ce binaire, il va s'exécuter dans un environnement, soit sur ton portable, soit sur ton serveur, soit dans une image Docker, soit dans une machine virtuelle. Cet environnement, c'est un nom dans CDS, c'est un worker model. Tu peux, en tant qu'utilisateur ou administrateur de la plateforme, tu peux définir tes propres worker models dans lesquels tu vas déjà avoir préinstallé des choses. Donc un worker model, si on prend un exemple d'une image Docker, une image Docker, soit c'est juste une Alpine, t'as rien dedans, soit c'est une Debian, t'as déjà un peu plus de choses, soit c'est une Debian dans lequel t'as rajouté des outils à toi, une CLI, etc. Et finalement, ce que va faire CDS, c'est que CDS, toi tu vas dire dans ton job, je rajoute un prérequis sur mon job, et le prérequis, je veux utiliser le worker model, celui de mon équipe par exemple. Et tu sais que ce worker model, il contient ta CLI. Il est partagé par ton équipe, ou par tout le monde, c'est au choix. Et CDS donc, va démarrer ce worker model, va mettre le binaire du worker dans cette image, à la volée, enfin en runtime, et après, finalement, on en revient au déploiement de Kubernetes. Je change de sujet, mais le cas il est un peu plus direct. Tout à l'heure, tu as dit, je veux tester mon déploiement sur un cube de telle version. En fait, pourquoi pas avoir un cube déjà préinstallé, prêt à l'emploi dans une image Docker? Ok, si c'est pas possible dans une image Docker, pourquoi pas avoir un cube déjà préinstallé, prêt à l'emploi dans une image OpenStack? Ça veut dire que CDS va démarrer un worker dans une machine virtuelle dans laquelle il y a déjà un cube d'installé, un cube en telle version. Donc ça veut dire que dans ton applicatif que tu déploies sur un cube, au final, tu vas pouvoir, sur ta branche de dev, t'assurer que ta branche de dev, elle se déploie sur un cube qui est éphémère en fait, qui a été instancié à la volée par CDS, via un worker model. CDS l'a détruit à la fin du job. Et en fait, tu vas t'assurer que ton applicatif est déployable sur un cube. Tu vas pouvoir faire des tests d'intégration sur ton applicatif dans le cube éphémère, et là, tu es 100% sûr que ton applicatif tourne avant de pouvoir merger ton commit sur master. Donc, cette notion de worker model, elle est méga importante parce que ça permet d'avoir plusieurs versions en parallèle. Donc, tu fais du Go 1.10, tu fais du Go 1.11, tu fais du Go 1.11.5. C'est quoi? Là, tu as juste 4 worker models différents. Mais alors, encore une fois, ton Docker, c'est un Dockerfile. Ton worker model, est-ce qu'il peut lire le Dockerfile et voir qu'il est inchangé, donc utiliser un worker model qui était déjà présent, qui a été mis en cache? Est-ce qu'il détecte les changements et rebuild un worker model d'une nouvelle génération? La question n'est peut-être pas claire. Alors, non, mais je vais essayer d'y répondre d'une autre manière. Tu fais un job, tu fais du Python. Tu as besoin de quoi dans ton job? Tu as besoin du binaire Python. Ouais. Le binaire Python, finalement, tu vas dire dans ton job, je rajoute un prérequis de type binaire Python. Si tu lances le job tel quel, qu'est-ce que va faire CDS? CDS va rechercher dans l'ensemble des worker models déclarés auxquels toi tu as le droit, s'il y a un worker model qui a Python dans son pass. Et ça, en fait, ça ne te va pas du tout. Ça ne te va pas du tout parce que toi, tu veux un Python 2.7, ou tu veux un Python 3.4, ou 3.5, ou 3.7. On va dire que je suis quelqu'un de propre et que je suis plus à 2.7. On va dire que je suis passé à 3. Et bien finalement, tu vas pouvoir dire à CDS, ok, un binaire en tant que prérequis, je rajoute un binaire Python, mais tu vas pouvoir lui préciser en plus, non, finalement, je veux utiliser le worker model Python 3.7. Et comme ça, tu es sûr que le job de CDS va se dérouler dans un environnement où il y aura Python 3.7. Et qu'est-ce qu'a besoin un worker pour démarrer finalement? Il a besoin de rien. En fait, on va juste demander quelque chose à l'image Docker, enfin à l'environnement où le worker va démarrer, c'est de pouvoir télécharger le binaire de quelque part. Donc il a besoin de curl en fait. Il a besoin soit de curl, soit d'un autre binaire, soit d'APT, ça dépend de la manière dont tu veux installer le binaire dans l'image démarrée. Ok. Donc les images officielles du Docker Hub, les images Python, Golang, Java, en fait toutes ces images officielles de build qui sont bien spécifiques sur des versions précises peuvent être utilisées dans CDS parce que toutes ces images en fait elles contiennent curl. Donc dans CDS, si tu as besoin d'un Python, alors je vais dire une bêtise, un Python 4.0, dès qu'il sort, tu vas dans, je sais pas si ça va sortir un jour. On fait pas du Python. CDS est développé en... Python 3 sera jamais déprecated, pas Python 2 non plus. Oui. Donc on peut déclarer un worker model et tu mettras l'image Docker de Python 4 quand ça sortira un jour
Worker model. En fait, Donc, du coup, je déclare un fichier worker model dans le Git ou un truc comme ça. Après, ouais, tes worker models peuvent être. Alors, soit tu peux les faire à la main dans la UI ou les importer depuis un fichier YAML, donc, une espèce de manifeste qui dit mon worker model c'est une image Docker. Une image Docker c'est tu files le nom de ton image Docker. Et c'est ça qui est ultra cool, c'est que finalement, si tu veux des workers dans des conteneurs Docker, en fait, n'importe quelle image de build sur le Docker Hub officiel, en fait, ça marche déjà. T'as vraiment rien de plus à mettre pour qu'une image officielle soit un worker model dans CDS. Et ça, c'est ultra pratique. Du coup, là, je vais en venir. Pourquoi ça m'intéresse de discuter avec vous? C'est parce que pour le machine learning et le deep learning, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on a des problématiques. Déjà, on a beaucoup de Python. Donc, je vais dire ce que dit un de mes collègues Python caca. Je ne suis pas complètement d'accord avec Sidi, mais il le dit tout le temps. C'est difficile à reproduire comme environnement. Puis la deuxième raison, c'est qu'on a une forte liaison avec le hardware. Tout a été de plus en plus virtualisé, mais il y a une chose qui n'a pas été virtualisée, c'est les GPU, choses comme ça. Enfin, ça peut être virtualisé, mais aujourd'hui, si je veux reproduire le comportement d'un réseau de neurones ou une chose comme ça, il va bien falloir que j'ai un worker model qui va aller chercher un type d'instance particulière dans le cloud, qui va avoir tel GPU, de telle marque, de tel format, avec tel RAM, tel disque, et de tester soit les performances, ça c'est vrai que le modèle fonctionne. Et c'est exactement pour toi qu'on a développé CDS en fait. C'est très gentil. Parce qu'en fait, mais je t'en prie, on a beaucoup parlé de worker model et d'image Docker. Mais tout à l'heure, on a dit que à OVH, on avait plein de runtime différents parce que chaque équipe en fait a ses propres problématiques et déploie sur des environnements différents. Donc finalement, nous on voulait que notre plateforme de CI/CD elle soit finalement agnostique de l'infrastructure. Et un worker peut être un conteneur Docker ou une machine virtuelle ou du bare metal. On s'en fout en fait. Le worker c'est juste notre binaire qu'on déploie à un endroit qui exécute des commandes. Sauf que toi tu t'en fous pas. Du coup toi tu as besoin, et tu l'as dit, de maîtriser ton environnement de build et ton environnement de test. Donc là tu vas utiliser le worker model de CDS. Donc pour builder tu as besoin de certaines versions de Python avec certaines dépendances déjà préinstallés. Par exemple, les drivers NVIDIA ou des choses comme ça. Exactement. Donc là, tu vas faire ton worker model. Et si tu as besoin de ressources particulières, par exemple des flavors particulières de machines virtuelles, DT145. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que on a CDS est agnostique à l'infrastructure. CDS repose sur des orchestrateurs d'infrastructure, par exemple Docker, Kubernetes, Mesos, vSphere, OpenStack. J'en ai oublié, il y en a peut-être d'autres, il y en aura d'autres. Mais ce qui est important, c'est que la manière de démarrer un worker sur l'infrastructure, en fait, on a fait un abstract de ça, et on implémente un petit composant pour démarrer un worker sur du OpenStack, sur du Kubernetes. Finalement, quand toi, en tant qu'utilisateur de CDS, tu dis, moi j'ai un besoin particulier, j'ai besoin d'une grosse bécane sur OpenStack avec un GPU. Ok, c'est juste, toi tu exprimes comme un besoin. Après, nous, on a développé ce qu'il fallait pour un composant qui s'appelle hatchery. En français, c'est une couveuse. Un composant qui va couver tes worker models, qui va les démarrer à la demande et qui va les supprimer une fois que leurs boulots ont été faits. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est le découpage finalement entre l'orchestration, les environnements de build et leur utilisation qu'on a fait dans CDS qui permet, demain, s'il y a un nouvel orchestrateur à la mode qui sort, nous, on a juste à implémenter le composant, ça va nous prendre quelques heures de dev pour faire les bons calls à l'API. Et voilà, on saura démarrer des workers sur un autre type d'infrastructure. Donc finalement, avec CDS, tu vas être autonome parce que tu vas pouvoir utiliser ton infrastructure, quelle qu'elle soit. Donc là, je reviens encore sur le deep learning par rapport à ce que tu as dit, et on va prendre un flow de deep learning, de machine learning. Le machine learning, ou le deep learning, peu importe, puisque le deep learning fait partie du machine learning, c'est en gros une partie de train et une partie d'inférence. J'entraîne mon modèle, et ensuite, j'utilise la matrice de décision qui a été générée du modèle, et je la mets dans un environnement qui va prendre des décisions. Et typiquement, c'est un peu le concept du back-end et du front-end. Sur mon back-end, je vais avoir besoin de GPU, mais souvent, ce qui se passe sur le front-end, ça va être déporté sur du Edge ou sur des workers qui vont ressembler peut-être un petit peu plus à du web ou des choses comme ça. Donc, il faudrait quelque chose qui simule un navigateur web. Donc, je ne sais pas déjà, si vous le faites, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est si je veux mettre ça sur de l'ARM pour faire de l'inférence sur le Edge,
Est-ce que je pourrais simuler ça? Donc, je reviens à mon process, je fais mon entraînement données GPU, puis après je vais le déporter sur de l'iOS, sur de l'ARM et sur du web où j'aimerais bien tester mon flux de détection à travers du clicodrome et uploader des images et voir si ça c'est bien fait l'inférence. Est-ce que ce cas-là, vous pouvez me le décrire Alors, avec CDS? ça, ce qui est intéressant, c'est que là, tu m'as expliqué la manière de travailler. Ouais, je t'expliquais la manière de Ok, travailler. ça Ouais. s'appelle un workflow, qui est un ensemble de pipelines. Chaque pipeline, c'est un ensemble d'actions que tu effectues, des jobs, chaque job aura ses requirements, ses besoins, ses exigences particulières par rapport à leur exécution. La première fois, tu auras besoin de ressources avec du GPU, après de l'ARM, après tu auras besoin d'avoir un Chrome Headless ou un PhantomJS ou peu importe. Ça, vous implémentez des ChromeJS, des choses comme ça? Alors pas directement, mais finalement le Chrome Headless ou PhantomJS, en fait c'est des binaires, c'est des outils que tu installes sur ta machine, sur ton environnement d'exécution. Donc on a des worker models avec Chrome Headless dedans, prêt à l'emploi pour que les outils, toute la collection d'outils en JavaScript, les Cypress ou les outils genre Selenium qui sont capables de piloter du WebDriver, du Chrome Headless, du PhantomJS et ce genre de choses, pourront être utilisés sur ces environnements d'exécution dans ces worker models. Mais tu vois, tout ce que tu viens de m'expliquer, d'abord j'ai besoin de certains types de ressources, d'abord tel type de ressources. En fait, là, tu viens juste de dessiner ton workflow dans CDS. Et il me semble que le workflow de la team Prescience fait ce genre de travail en fait. Prescience, c'est bien une équipe chez toi, ça. C'est bien une équipe chez moi. Ouais. C'est bien une équipe chez moi. C'est C'est Guillaume. du machine learning automatisé. Machine learning Mais automatisé. tu dois savoir ça mieux que moi. Le concept du machine learning automatisé, en gros, on envoie 200 colonnes avec un label. True, false, homme-femme, va survivre ou ne va pas survivre si on prend le Kaggle Titanic. Et on clique sur AutoML et le système se débrouille tout seul pour le faire. Donc il y a des réseaux de neurones derrière, il y a du scikit-learn, donc il y a des workers, je ne vais pas dire bêtises, des workers Python, des workers Spark, parce qu'on a un système on utilise beaucoup Spark, et aussi du TensorFlow. Et donc cette team-là utilise beaucoup CDS, mais vous allez m'expliquer comment eux ils utilisent CDS. Alors la team Prescience, ça fait partie des teams qui ont un workflow gigantesque dans CDS. Plusieurs dizaines de pipelines. Enfin, je sais pas combien il y a de pipelines, mais le workflow est assez gigantesque. Assez dense, ouais. Alors je vais prendre un sous-ensemble du workflow. Le workflow, il build des API et il build des IHM. Il me semble que c'est une architecture microservice. C'est full microservice. Donc un workflow, ça peut prendre en entrée un repo, mais ça peut builder un ensemble de microservices et les déployer indépendamment les uns des autres, mais au sein du même workflow. Donc dans ce workflow de Prescience, c'est assez classique sur les workflows de build. On va builder le back-end, on va builder le front, on va attendre que les deux sont OK. Et quand les deux sont OK, on va installer l'IHM et le back-end dans un job et on va lancer les tests d'intégration dessus. Alors l'équipe Prescience, elle a en prérequis pour que l'appli Prescience démarre, donc l'IHM, le back-end, une base de données, il me semble qu'il y a du Rabbit qui doit traîner quelque part. Et en fait, dans CDS, ils ont un job qui s'appelle test d'intégration, qui démarre à la volée un Rabbit, qui démarre à la volée une DB, qui démarre à la volée l'application qu'ils ont précédemment buildée au sein du même workflow. Et en fait, il démarre dans CDS une stack éphémère de Prescience qui tourne, et après, il lance des tests d'intégration dessus. Et les tests d'intégration qu'il lance dessus, c'est des tests qui sont décrits dans des YAML. Alors, par quoi sont lancés ces tests sur l'application qui est déployée? C'est lancé par un outil qui s'appelle Venom. Donc Venom, c'est un outil de la team CD. Donc on a développé, à la base, c'était pour répondre aux besoins de tests d'intégration pour CDS, parce que CDS se build et se déploie lui-même donc depuis 2015. Donc CDS Inception Ouais, quoi. Tout à fait. Avant de déployer en prod, on a installé au minimum 3 fois CDS et on a lancé les tests d'intégration 3 fois avant que ça parte en prod. Donc je reviens chez Prescience. Ils ont, au sein d'un job, démarré de manière éphémère la stack Prescience avec la base, l'IHM, l'API et ce qu'il faut pour que ça marche. Et ils ont lancé les tests d'intégration et quand c'est OK, après ils vont déployer en pré-prod, ils relancent leurs tests d'intégration, quand c'est OK, ils déploient en prod, etc. Alors, un test d'intégration, pour être précis, c'est un use case utilisateur. Typiquement,
je m'inscris, je me log sur une IHM, je vais chercher le mail avec le lien sur lequel je dois cliquer. Ensuite, je récupère une clé d'API. Après, du coup, je fais des appels à cette API et je vérifie les résultats de l'API. Donc, je mets une pause. Pour expliquer comment ça marche. Pour s'inscrire chez nous, il faut remplir un formulaire. Voilà. Qui va t'envoyer un ligne, token. sur l'interface web. Qui va t'envoyer un token. Okay. Je prends le token, je copie-colle dans l'interface et je vérifie que je vais bien connecté. Ok. Comment c'est possible? Ça, c'est un fichier YAML, du coup. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu simules une inbox? C'est-à-dire qu'on pilote Venom, l'outil qui exécute des tests d'intégration sur la base de descripteurs en YAML, pilote Chrome-headless ou PhantomJS comme le font les autres outils en JavaScript. Pour simuler mon enregistrement en ligne. Et fait des clics et ne simule pas ton enregistrement, fais ton enregistrement en ligne. Sur la base éphémère. Fait sur une stack éphémère. Mais il y a bien un moment où j'ai mis mon adresse johndoe@ovh.com. Il y a bien un moment où le mail il va arriver dans une inbox. Ouais, alors du coup, Venom va aller lire. Alors, il faudra pas mettre johndoe@yopmail.com, mais une vraie boîte mail. Pour que tu puisses aller te connecter en IMAP. Donc Venom va se connecter en IMAP, aller chercher le mail, l'attendre un certain temps. S'il l'a pas reçu, ce sera une erreur dans ton test. C'est-à-dire, potentiellement, ton composant qui fait l'inscription ne marche plus. Mais si tu as réussi à avoir le test, on va prendre. Si on a réussi à avoir le mail, on va prendre le mail, ouvrir le mail, lire le mail, récupérer des informations qui sont dedans à base de capture, d'expression angulaire, ce genre de joyeuseté. Récupérer le fameux token pour pouvoir l'utiliser après dans le reste du test. Mais ça, c'est un test. Et ça se lit hyper facilement en YAML. C'est juste qu'à un moment donné, tu vas faire OK, j'ai un test case, c'est l'inscription. Je commence par faire des actions web, et puis après des actions IMAP, et puis après des actions curl, HTTP. On pourra faire une autre interview sur Venom si tu veux, parce qu'on a plein de choses à dire. Et là, il y a quand même une intégration. Venom, c'est quoi? C'est un binaire. Il y a quand même une intégration entre CDS et Venom. En fait, c'est pas une intégration au sens j'intègre mon cube ou mon OpenStack sur le projet CDS. C'est un step. Donc dans un job CDS, un step, c'est une action. Une action, ça peut être un plugin. Et derrière le plugin, tu peux développer tes propres plugins sur CDS. Ou ça peut être juste une step script, et tu peux avoir tes step script à toi. Donc tu peux développer tes propres plugins. Donc on a un certain nombre de plugins. On a notamment un plugin Venom. Alors le plugin il prend quoi? Il prend en entrée un chemin vers les fichiers YAML. Et je crois que c'est à peu près tout. Et donc il va sortir un fichier XUnit compatible, le standard pour la sortie des tests. Et dans ces tests, en fait, tu verras, tu auras un onglet test qui va te sortir tous les tests de Venom qui ont été OK ou KO. Et donc l'intégration finalement avec CDS, CDS est de base extensible dans tous les sens. Là on parle juste d'un système de plugin. Un plugin c'est quoi? C'est quelque chose qui tourne et qui discute avec le worker en gRPC. Les plugins CDS, tu peux les développer dans n'importe quel langage que tu veux dès lors que ça supporte gRPC. Donc on a déjà des plugins en Go parce que c'est facile. On a des exemples en Node, mais n'importe quel langage qui supporte le gRPC peut être utilisé pour développer un plugin CDS. C'est trop cool. J'en reviens pas que je connaissais pas ça avant. Alors, du coup, CDS, tu connaissais pas parce que CDS, déjà, on a débuté en 2015, fin 2015. Donc c'était un POC, le POC, on en a eu pour 5 jours, ça tournait. Au bout d'un mois, CDS se buildait, se déployait lui-même. Le mois suivant, on avait déjà une partie des API OVH qui était passée dessus, et donc les utilisateurs qui étaient coincés avec Bamboo à cause du scale sont passés sur CDS. En 2016, Summit 2016, CDS a été annoncé en open source. Donc CDS est open source depuis le Summit 2016, ça a été annoncé par Octave à ce moment-là. De 2016 à 2017, et que je me trompe pas, 2016 à 2017, alors on a développé CDS, et puis fin 2017, on s'est dit il faut qu'on matérialise le concept de workflow dans CDS. Pourquoi? Parce que derrière, ça a débloqué tout un tas de fonctionnalités dans CDS qui sont aujourd'hui les workflows as code. Donc on a des pipelines as code, ça c'est connu du monde des outils de CI. CDS fait du workflow as code. Un workflow as code, tu peux avoir un workflow sur une branche donnée qui est différent du workflow qui est sur une branche master. Et la configuration de ton workflow CDS, soit tu le fais dans l'IHM,
de manière graphique, soit tu le fais dans ton YAML. Et en fait, nous, on voulait le meilleur des mondes, parce qu'il y a des gens qui ne jurent que par les IHM, qui veulent pas toucher au YAML, parce que c'est un peu compliqué de faire du YAML dès lors que ça dépasse plusieurs dizaines de lignes. Et il y a des gens qui jurent que par le YAML, et qui n'aiment pas les IHM. Donc CDS, t'as une IHM, t'as des YAML, tu peux faire les deux si tu veux, tu peux éditer dans ton IHM, et après ça va répercuter les modifs sur ton repo, sous forme de pull request. Tu peux faire tout. En fait, il n'y a pas de compromis sur CDS. Si tu prends d'autres outils comparables du marché, tu peux par exemple faire du Ascode, mais t'as pas d'édition par graphique. T'as pas du multitenant, ou t'as pas de l'autoscale, ou t'es limité quant autoscale. Il y a même beaucoup d'outils qui sont limités à 100 workers max en parallèle. Voilà. Ou limité à un type d'orchestrateur. Par exemple, on peut faire de l'autoscale, mais uniquement sur du Kubernetes. Nous, voilà, encore une fois, on voulait pas de compromis, on voulait que tous ces concepts forts, donc l'autoscalabilité, être agnostique à l'infrastructure, le multitenant, que ce soit au cœur, tu vois, implémenté comme ça, au cœur de CDS, pour que finalement, chaque feature, tu vois, rajouter un orchestrateur, c'est facile. Donc là, je vais prendre un cas, on a parlé de machine learning, je vais prendre un autre cas, je vais prendre le cas du big data, que les auditeurs aiment beaucoup. Avoir une stack Hadoop de pré-prod, avoir une stack Hadoop de prod. Je fais tourner mes pipelines. Donc nous, on a des pipelines, c'est pas des pipelines CDS, avec des pipelines de data. On veut vérifier qu'il y ait une intégrité de données, qu'on ait ISO à chaque fois au niveau des tests. On a un gros problème en data engineering, c'est que le test unitaire est vraiment compliqué. On peut faire du test unitaire sur une fonction, mais s'assurer qu'on a l'intégrité sur une masse de données, c'est vraiment très compliqué. Si je prends un chiffre d'affaires, par exemple, ou un nombre de clics compté, si je fais du événementiel, on pourrait imaginer une base Hadoop, un système Hadoop qui est prédéployé. On connaît d'avance les résultats des agrégations que je devrais avoir. Je garde ces stacks Hadoop comme pré-prod. Et l'ensemble de mes pipelines de big data, comme les pipelines de big data, ils ne sont pas vos pipelines à vous, qui sont mes enchaînements de job, hive et des choses comme ça, je pourrais les tester sur ma pré-prod et m'assurer à la fin que les agrégations me donnent exactement les bons montants. Donc je suis ISO d'un point de vue fonctionnel et pas que d'un point de vue code, on va dire, test unitaire. Et là, je peux me permettre de le déployer en prod sans avoir de risque de dégradation des aspects fonctionnels. C'est un vrai sujet. C'est le même sujet en machine learning. J'ai un gros sujet en machine learning. Je suis désolé, là, je fais un monologue, mais on peut avoir tous les tests unitaires qu'on veut en machine learning. Quand j'update un modèle de machine learning, je peux toujours passer mes tests. Je veux dire, mon curl, il va me donner positivement des chiffres, un JSON en sortie, il n'y a pas de problème. La question, c'est est-ce que j'ai dégradé la valeur métier de ce que j'ai généré? Si j'avais un fraudeur, par exemple, je prends un exemple de fraude, mais je pourrais prendre un exemple de segmentation ou quelque chose comme ça. Est-ce que lorsque j'ai updaté mon modèle, j'ai pas dégradé la capacité à détecter un fraudeur? Est-ce que j'ai pas dégradé la capacité à bien comprendre mon métier, à bien qualifier une donnée ou à bien qualifier qu'une pièce était défaillante en amont? Et ça, c'est de l'intégration, c'est une forme d'intégration continue, mais d'un point de vue métier. C'est une valeur qui, aujourd'hui, n'est pas encore beaucoup considérée. On parle souvent de tests unitaires et de tests d'intégration. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous faites, c'est que ça permet de répondre à ce cas d'usage que nous, en data, on a vraiment besoin d'avoir. C'est l'intégrité de notre sortie sur des gros volumes de données. En fait, tu mets le doigt sur un point important, et c'est que les tests, c'est compliqué, les tests, c'est difficile, et c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup les tests. Mais le truc le plus compliqué sur les tests, c'est pas les écrire, ou c'est pas le choix de la techno, en fait. C'est où est-ce que j'exécute les tests? Et c'est quoi mes données? C'est quoi mes inputs? Et en fait, là, ce dont tu parles, ton sujet, c'est ça. Tu vas mettre à jour ton modèle, tu veux t'assurer que ton modèle, il répond mieux. Parce que tu mets à jour, j'imagine, c'est pour mieux répondre à ton use case. En fait, si tu maîtrises pas tes données qui sont en amont de ton modèle, donc tes inputs, tu peux pas savoir si tu réponds mieux ou moins bien. J'imagine qu'il faut le faire, j'y connais rien en machine learning, hein, mais il faut mesurer un delta. Est-ce que tu détectes, par exemple, on parle de fraude, est-ce que tu détectes mieux la fraude?
Alors, je ne sais pas ce que veut dire mieux détecter la fraude. Ça ne veut pas forcément dire détecter Non, mais plus ça de va être une fraudeurs. question de F1, de accuracy, de mean square d'erreur, Voilà, ce genre si de tu le trucs. dis. Ouais, non, mais... Mais tu vois ce que je veux dire. Et finalement, dans ton flux de travail, donc dans ton workflow, CDS, dans ton workflow, dans ton pipeline de test, à un moment donné, tu as une partie de setup de ton environnement doit inclure les données. Absolument. Pour ton cas. Ou alors, tu peux aussi considérer que, alors ça va dépendre des applications, mais peut-être que créer des données, c'est également un test. Alors, Injecter des données, c'est peut-être un test à part c'est entière. une forme de test, mais alors si tu prends le machine learning et le big data, le problème qu'on va avoir, c'est qu'il faut que tes données elles soient significatives Ouais. pour avoir un Du résultat. coup, il faut probablement bootstrapper. Il faut bootstrapper, il faut Ouais. peut-être 1 giga de données, il faut 5 millions de lignes, et tu peux pas générer tu pourrais générer, une personne peut générer 5 millions de lignes. Non. 5 millions de personnes peuvent générer une ligne, non. J'ai déjà entendu ça quelque part. Mais plus sérieusement, c'est un vrai sujet qu'on a en data, c'est d'être capable de faire cette intégration, et le fait que vous ayez la capacité d'avoir cet environnement de pré-prod, de le déployer, c'est juste absolument énorme. Mais ton cas, il est méga simple. Hein. Si tu le dis, je pense que les auditeurs vont pas être forcément d'accord, c'est un vrai casse-tête. T'as ton jeu de données qui fait 1 giga, 2 giga, 10 giga, peu importe. T'as un environnement Hadoop dans lequel t'as des jeux de données qui sont là. Finalement, tu te prépares une machine virtuelle avec tout préinstallé dedans avec ton jeu de données. Ça, t'en fais une image, si t'es sur OpenStack, t'en fais une image OpenStack. Tu dis dans CDS, tu déclares un worker model. Tu nous demandes même pas en tant qu'administrateur CDS, hein, t'es autonome pour le faire. Tu te déclares un worker model de type OpenStack. Tu donnes ton image à toi qui contient toutes tes données. Quand dans ton job, tu vas dire je rajoute en prérequis ma stack Hadoop avec mon 10 gigas de données, CDS va démarrer la VM avec le temps de spawn pris par OpenStack pour démarrer la VM, pour peut-être télécharger l'image sur le host en question. Si c'est déjà là, ça sera ultra rapide. Et tu as ton job qui démarre avec un Hadoop déjà présent, avec des données qui sont déjà présentes. Et la VM qui est démarrée, elle est démarrée pour toi, pour ta branche. Si tu as 10 développeurs qui travaillent en même temps sur le même produit, bah c'est pas grave, il y aura 10 VM, Il y c'est pas aura grave. 10 instances de mes 10 gigas voilà. qui seront ISO et tout le monde Et a voilà. le même Et du périmètre. coup, ton étalon, enfin, ce qui va te servir de base pour faire tous tes tests, c'est ce worker model avec toute ta stack et tes données déjà préinstallées. Tu maîtrises en fait ton point de départ, le point de départ de tes tests. Si on maîtrise pas le point de départ de son pipeline de tests, en fait on maîtrise rien, on subit ces tests, on subit les résultats des tests. Et du coup on a des tests qui sont un peu, dans le monde de la CI on dit que les tests sont un peu flaky. C'est-à-dire que de temps en temps tu auras des faux positifs et des faux négatifs. Et en fait ça c'est hyper chronophage. Quand tu as ton pipeline de test, ton workflow qui se met à fail, et qu'en fait tu as besoin d'une demi-journée pour savoir si c'est une vraie erreur ou une fausse erreur, t'as perdu en fait. T'as déjà perdu. Ta bout de feedback, elle est pas sûre à 100%. Donc t'as perdu. En fait, là-dessus, ça me rappelle une petite histoire. Dans le passé, j'avais pas la capacité de faire ces tests-là que vous êtes en train de décrire, les tests de pré-prod sur le Hadoop. Donc du coup, j'avais des branches qui me permettaient de tester mes Hadoop à côté. Et il y a un jour, je déploie un truc et mes résultats sont bizarres. Je le fais retourner, mes résultats sont re-bizarres. Je le refais retourner, mes résultats sont re-bizarres, mais bizarres de façon différente à chaque fois. Et comme je n'avais pas été capable d'isoler pour savoir si c'était le code, donc je regardais mon code, c'était des librairies Java que j'avais faites, je redéployais mon code, à chaque fois je regardais mon code, je me dis j'ai dû foirer dans mon code. Donc j'avais pas foiré mon code. La data n'était pas foirée, je pensais que c'était la data qui était foirée. Et en fait c'était uniquement l'environnement de prod qui avait un truc à la con, avait en fait un système de cache sur les nœuds, où le jar finalement il y avait un jar dans le class path, et il y a un jar qui était envoyé dans le job, et en fonction de qui recevait le premier, si c'était le class path qui avait envoyé le jar, ou si c'était le Java qui avait envoyé son jar à lui, bah, le premier qui arrivait sur le nœud prenait sa version. Et du coup, C'était sur JBoss. Non, c'est pas. Moi, j'ai eu un cas similaire sur du JBoss, avec à moins du chargement de classe-pass en parallèle. Et bah c'est le exactement chargement ça. de classe-pass en parallèle sur une centaine de nœuds. Donc en fonction des nœuds, t'avais un système de cache. Et comme j'avais pas isolé effectivement dans un environnement de pré-prod, je blâmais mon code. Alors c'était pas mon code qui était à blâmer, c'était pas la plateforme de data qui était à blâmer, mais c'était bien l'environnement de prod. D'où l'intérêt de faire ces tests en prod à la sortie. Et en fait, c'est la clé. Et j'aurais gagné une semaine de boulot. C'est la clé, c'est d'avoir un environnement, des environnements Épuré. reproductibles. Ouais.
reproductible et maîtrisable dans le temps. Et si ton worker model, tu le mets sous la forme d'un fichier YAML, en plus, il peut être dans ton repo. Enfin, tu vois, c'est facile à comprendre, c'est facile à mettre à jour. Donc ça, c'est cool. Alors, on parle du coup de démarrer des VM avec plein de ressources. On se rend compte que tout ça, il faut des ressources, faut de l'infrastructure. Et c'est aussi un des points importants dans CDS, c'est que le fait qu'on démarre des choses à la demande. On ne pré-provisionne pas. On essaie d'avoir une démarche qui soit un peu économe, finalement, des ressources. Pour que finalement, quand on demande des ressources, c'est vraiment que le mec, il la veut. Ouais. Si tu demandes une grosse bécane, c'est que tu l'as demandé, déjà. Tu l'as demandé, t'es légitime, hein, t'as le droit de l'utiliser. Mais surtout, on va pas démarrer, on n'a pas, comme sur la plupart des outils, une centaine d'agents qui ont chacun 40 Go de mémoire, qui attendent et qui passent leur temps en idle, quoi. Là, on démarre, on a des pics, finalement, quand on regarde une activité, on a des jolis dashboards Grafana, si on pourra te les montrer, où on voit que le matin, c'est quoi, 10h30, on a un pic d'activité, et l'après-midi, entre 16h et 18h, il y a un pic d'activité où on peut monter jusqu'à 200-250 workers en parallèle, donc à un instant T, sachant que la durée de vie moyenne d'un worker, c'est quoi, quelques secondes, quelques dizaines de secondes peut-être. Alors, ça peut être beaucoup plus long, mais sur un nombre de workers, c'est assez rapide. Ce qu'on remarque aussi, c'est que en fonction des jours de la semaine, on n'a pas la même activité. Et même si on dit on ne veut pas proder le vendredi, très clairement, hein, le vendredi à 16h, il y a du monde. Hein. Et en fait, on ne sait pas si c'est de la prod ou... Ouais, c'est pas forcément du ça peut être que du build le vendredi. On veut des noms. Non, en fait, c'est bien. Une équipe qui est capable de déployer sereinement un vendredi soir à 18h avant de partir en week-end, je trouve ça merveilleux. C'est merveilleux parce que ça veut dire qu'en amont, au sein de leur équipe, dans leur manière de travailler, et au sein de leur CI/CD, ils ont mis en place les garde-fous qu'il fallait pour pouvoir être serein. La mise en prod, c'est un non-événement, ils ont gagné. Et ils passent un week-end tranquille, pas d'astreinte, rien du tout, c'est la fête, quoi. Ok, c'est l'objectif. Je suis presque convaincu. C'est l'objectif du continuous delivery. C'est juste de... C'était ça, Matrix Equation, est-ce qu'on prod le vendredi? Et oui, j'ai envie de te dire, oui, allons-y, mais pas n'importe comment. Ok, super. Les gars, je vous remercie. J'ai plein de choses. Je vais avoir moins de scrupules à vous envoyer plein de workers Hadoop juste avant de proder des pipelines Big Data. Je vous remercie encore pour votre temps. Votre outil, il est en open source? Ouais, il est en open source. Il est sur GitHub, dans l'organisation OVH, donc OVH/CDS. On est là, et s'il y a des questions, on est sur le GitHub qui est associé. On répond avec plaisir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, sur Twitter, pour ma part, c'est @yesnault, YESNAULT, et sur Gitter, donc le Gitter, le chat des développeurs de CDS. Et sinon, probablement, mon Twitter, c'est @François Samin, sans la CDI à François. Sinon, j'espère dans d'autres conférences bientôt, on attend le résultat des CFP. On attend le résultat des CFP, on espère que ça va bien se passer. Merci encore pour tout votre temps, et puis j'espère que d'autres auditeurs auront l'occasion de tester votre produit là-dessus. Merci beaucoup. À toi. Salut, bonne journée. Salut.